Les experts du foot ce soir avec Grégory Campi. Bonsoir à vous. Bonsoir Christophe. On a des choses à dire sur Monaco, je crois. Ouais. Un petit peu. Hein, après une petite défaite quand même qui fait mal. Une claque, on en reparle dans un instant. Avant la Ligue des Champions et l'arrivée, mercredi soir ici à Monaco, de Manchester City. Une défaite en Ligue 1 qui fait mal, qui fait encore mal. Après évidemment le début en Ligue des Champions raté de l'AS Monaco. Ça fait beaucoup, on a de quoi s'interroger. Peur sur la ville, peur sur la principauté des mercredis? Ah oui, ben avant de parler de mercredi, je pense qu'il vaut mieux déjà bien... Vous voulez vraiment qu'on parle de la défaite? Oui. Ben, plus que de la défaite à Lorient, moi j'ai envie de m'inquiéter sur ce qu'on voit depuis le début de saison, surtout. On en avait discuté déjà sur l'édition précédente. Moi je pense que cette équipe, pour moi, il y a deux choses qui ne me conviennent pas, en tout cas pour moi. C'est la fiabilité de l'équipe. La fiabilité. Pourtant, on a fait une préparation qui était formidable. Ouais, mais quand je parle de fiabilité, je parle de joueurs fiables. Je me suis aventuré à regarder un petit peu les 5 clubs les plus prestigieux européens voilà, qui sont sensiblement au même niveau que nous, parce que je nous considère quand même... On fait partie des 3 meilleurs en France. On fait partie des 3 meilleurs en France, et à un moment donné, quand on fait la Champions League, il faut être aussi solide que l'Inter de Milan, que le Real de Madrid et tout ça. Quand on regarde, par exemple, le Real de Madrid réussit depuis l'année dernière à mettre un 10 de départ, un 9 de départ à tous les matchs. D'accord. L'Inter de Milan, pareil. Je vous coupe, mon cher ami, mais qu'a fait le Real Madrid ce week-end? D'accord, non, mais voilà, ils perdent largement contre l'Atlético. Non, mais d'accord, voilà. Ok, mais l'Atlético aussi... Si on peut regarder l'Atlético plus souvent par rapport à l'état d'esprit, ça ne bouge jamais. Et aussi par rapport à l'état d'esprit, j'aimerais bien que Monaco ressemble à l'Atlético par rapport à l'état d'esprit. Là, je vous suis. Mais on n'arrive pas à aligner un 8-7 d'affilée sur les matchs qu'on enchaîne. Oui, il faut toujours que tu aies 8 joueurs sur 11 qui soient les mêmes. C'est compliqué. Aujourd'hui, si on prend mais il y a des blessures. On me dit de ça, regarder le Paris Saint-Germain. Il y a des blessures, mais les joueurs enchaînent 1-2 matchs et sont dehors 3-4 matchs. Et on n'arrive jamais, le coach n'arrive jamais à avoir le même 10, 9 de départ. Mais Grégory, en début de saison, il faut bien que tu testes des petites quelque chose. Il faut bien que tu as un nouveau joueur qui arrive. Tu ne veux pas dire que Eric Dyer qui doit solidifier la défense. Est-ce que c'est une garantie? On voit bien qu'il se fait prendre sur des crochets, qu'il est un peu lent, le garçon, en ce moment. Mais ça, c'est encore un autre problème. Moi, je parle de blessure. Quand je parle de fiabilité, les joueurs qu'on recrute ou les joueurs qu'on a gardés n'arrivent pas à enchaîner. Allez, je ne dirais pas une saison complète. Tu peux rater des matchs sur blessure. Mais nous, c'est récurrent. C'est récurrent. Paris, l'année dernière, sur la grosse saison qu'ils font, ils alignent... Ah, mais ils ne changent plus rien à la fin. Je suis d'accord avec vous. À la fin, voilà. C'était la fin du championnat. Nous, quand bien même le coach est un très bon entraîneur, l'effectif est de qualité, mais on n'arrive pas à aligner... Alors, 3 fois d'affilée la même équipe. Là, je vais vous reprendre sur l'effectif de qualité. Il y a quand même un problème au mercato. Il y a un moment, on se dit, on perd certains joueurs, il faut vendre, il faut dégraisser. Mais quand on s'aperçoit que quand on prend un Pogba dans notre jeu qui ne sera pas au top niveau tout de suite, ça on le sait. Fiabilité. Qu'on sait qu'on a un Zakaria qui est un super joueur, mais qui peut arrêter pendant un mois de jouer, il peut te blesser. Quand tu as tes 2 meilleurs joueurs qui ne peuvent pas être opérationnels, tu démarres une saison quand même, c'est compliqué. Avec des camarades blessés. Donc du coup, vous êtes d'accord avec moi alors, Christophe? À moitié. Voilà. Aujourd'hui, Paul Pogba est un très grand joueur. J'ai pas envie de dire que ça a été un très grand joueur. J'ai envie de dire que c'est un très grand joueur et j'espère qu'il va le prouver. Mais aujourd'hui, on n'a pas pris un joueur fiable encore. Parce qu'on, Grégory Campi, on fait comme 2 paris, un double pari. On prend Fati, on ne sait pas trop où il en est avec le Barça, et on prend Pogba. Parce que Pogba, dans la tête, il est près de Deschamps, il va jouer la Coupe du Monde. C'est bon, on connaît le refrain. Pour l'instant, il y en a un des 2 qui cartonne, qui marche. Il rentre, il joue 10 minutes et il marque à chaque fois. Je vais vous poser la question. Est-ce que ce sont des joueurs fiables pour l'instant? Donc c'est moi le consultant maintenant. Non, mais Christophe, moi j'ai ce problème de fiabilité. Mais pourtant, Amine Amino est toujours là, Akliouche, même s'il n'est pas à fond, il est toujours là, Biarritz, il essaye. Sur quelques joueurs, oui. On a le gardien qui se blesse en début de saison, on a notre capitaine qui se blesse, c'est beaucoup quand même, Golovin qui ne joue pas encore. Moi, mon souci, je veux le dire franchement, c'est le milieu de terrain pour l'instant, c'est comment trouver une solution rapidement. Alors moi, c'est plutôt défensivement, mais... Non mais là, si tu n'as personne au milieu, il y a un espace entre les lignes. Oui, mais pourquoi? Parce qu'on manque de fiabilité. On a envoyé des jeunes au casse
casse-pipe, comme on dit, à Lorient. Oui. Mais pourquoi? Parce qu'on a des joueurs qui enchaînent 2-3 matchs et qui sont dehors 2-3 matchs. Pour une équipe comme Monaco, sur Lorient, c'est même pas la fiabilité, c'est l'état d'esprit quand même. Sur Lorient, il y a un moment, quand tu regardes les statistiques, quand tu vois que tu te rebelles uniquement à la 88e minute avec un jeune gamin que personne connaissait, bien sûr. Ça fait, voilà, pour une équipe de la dimension de Monaco, dans les 3 meilleures équipes du championnat, équipe de Ligue des Champions, ça fait désordre, on est d'accord. Et là, je viens au deuxième problème pour moi, c'est le fait que cette équipe n'arrive pas à souffrir ensemble. Dire le plaisir de souffrir, pour moi, il n'est pas intégré dans cette équipe. Il y a c'est une nouvelle équipe. Ouais, mais c'est une nouvelle équipe. Joueurs. Mais Lens aussi est une nouvelle équipe. Et hier soir, quand à 1 minute du début du match, ils prennent un carton rouge et qu'ils font tout le match à 10 à Rennes, et qu'on voit ces joueurs prendre du plaisir à souffrir ensemble, c'est ça que j'aimerais voir à Monaco. Moi, je reste persuadé que l'entraîneur est le bon, les joueurs, techniquement, sont des très bons joueurs, mais pour moi, c'est des joueurs qui n'arrivent pas à enchaîner 3-4 matchs d'affilée, et surtout... Vous l'entraîneur, vous le coach, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui concrètement? On est à 48 heures presque maintenant du match, un peu plus, de Manchester City, on ne va pas encore se prendre une troisième gifle cette saison? Non, mais quand on voit la réaction qu'ils ont eue à Bruges, et à Lorient, non mais après Bruges, Lorient pareil, mais je ne suis pas trop inquiet du match de City. Je ne suis pas trop inquiet parce qu'on sait que... Vous ne savez pas qui vous allez jouer au milieu, vous venez d'en prendre une à Lorient. Oui, mais ça reste Manchester City, c'est des matchs de gala. Moi, ce qui me fait peur pour Monaco, c'est plutôt les matchs Le Havre, vous y étiez, on s'est fait peur. Metz, vous y étiez, on s'est fait peur. Si on va à Lorient, c'est compliqué. Moi, j'ai peur de ces matchs-là. Ça veut dire que pour vous, en championnat va être bon, par exemple, dimanche prochain à 17h contre Nice, mais que la semaine d'après contre Angers, qui est moins bien classé, ça sera plus compliqué. Oui, parce qu'à un moment donné, l'état d'esprit de vouloir souffrir ensemble, c'est ces matchs-là qui sont compliqués. Alors oui, on va peut-être les gagner, ces matchs, par le talent. Mais ce qui va faire la différence pour gagner des gros matchs, c'est cette envie de vouloir s'arracher pour le copain que je ne vois pas encore depuis le début de saison. On gagne par le talent individuel. Vous l'avez dit, ça tourne beaucoup dans cet effectif monégasque. Ils ne se connaissent pas parfaitement. Ce n'est pas des vieilles charnières de Liverpool ou des joueurs qu'on joue ensemble partout à Milan. Mais pourquoi ça tourne beaucoup? Parce qu'il manque de fiabilité. Le marché du foot aujourd'hui fait que tu ne restes pas comme Claude Puel ou Jean-Luc Ettori pendant 20 ans dans un même club. Voilà. Non, mais ça, c'est encore autre chose. Mais à l'époque, Christophe, vous vous souvenez d'un Monaco années 85, 86, c'était quasiment les mêmes joueurs qui jouaient. C'est ce que je vous dis. Alors, il n'y avait pas autant de matchs. Je suis d'accord avec vous. Aussi. Très bien. Mais pourquoi Paris, l'Inter, Dortmund, j'ai regardé Dortmund. Dortmund, ça fait quasiment 2 ans qu'ils arrivent à aligner le même 10, le même 9. Pourquoi nous, on n'arrive pas à aligner le même 10, le même 9? Pourquoi? Parce que depuis le début de saison, même le gardien, on a perdu. Enfin, Monaco a toujours su bien vendre, je vous rappelle. D'accord. On a pris un peu de sous avec des Mbappé, des Rames Rodriguez. Mais ça, c'est encore un autre problème. Vous m'avez demandé quel était le problème par rapport à vous n'avez pas le remède. Est-ce que, pour conclure sur Monaco en Ligue 1 et avec la Ligue des Champions, est-ce que changer l'entraîneur, ça va servir à quelque chose aujourd'hui? Moi, je pense plus que l'entraîneur ferait mieux d'essayer de trouver cet état d'esprit quand c'est dur, où tout le monde veut se battre pour le copain, et surtout l'envie de trouver le plaisir de souffrir ensemble. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On va manger des pizzas, on va jouer au casino? Mais si ça doit passer par là, non. Alors casino, non, je pense pas, mais Roland Courbis faisait ça. Oui, peut-être, mais c'est encore une autre époque. Mais en tout cas, faut trouver un levier par rapport à ça. Parce que Marseille, quand ça n'allait pas, il partait par exemple en stage en Italie. Mais ça peut être une idée. Mais quand on voit le match de Bruges, où Bruges, je pense qu'on les a pris un petit peu de haut, quand sur 2 passes, ils arrivent à éliminer 3-4 joueurs monégasques, ça me dérange. Ça me dérange. Et que derrière, les joueurs monégasques se replacent en marchant, ça me dérange. Donc, à un moment donné, savoir souffrir ensemble, ça, pour moi, j'aime beaucoup. Ça fait partie d'un levier que Monaco doit trouver pour pouvoir être performant par rapport à ce qui va se passer. Alors, peur sur le club, certes, mais allez, je vais être optimiste, on est 4e du championnat. Ça vous va? Mais c'est là où je me dis qu'il faut le faire maintenant. Il faut le faire maintenant avec 12 points, on est encore loin de Paris, bien sûr, ou de Marseille, ou de Lyon, qui cartonne, que l'équipe vedette de ce début de saison. On a rencontré, sans leur manquer de respect, que des petits clubs. On a joué l'avant-dernier, le dernier, donc voilà, c'est sûr. Et on a gagné ces matchs-là par le talent. De toute façon, il faudra bien jouer contre City et être au top. Et ensuite, derrière, tu as Nice derrière. Et le derby, tu ne le perds pas. Autrement, tu n'es pas bien toute la saison. Un derby, si on peut le gagner, c'est mieux. C'est mieux. Sans problème d'arbitrage aussi, parce qu'on va en reparler dans un instant. Il y a eu un carton rouge. Il y a eu jaune pour Monaco aussi. Il ne faut pas l'oublier. Et ça, on y revient dans un instant.
L'un des événements du week-end, on en parle dans les experts du foot ce soir avec Grégory Campi, c'est l'arbitrage. Fustigé par Olivier Létang à Lille et son entraîneur aussi, hein, on le sait. C'est vrai qu'il y a un moment quand tu... Voilà, je sais pas, vous êtes entraîneur à la base. Hein, ouais. Taper dans une bouteille d'eau, ça mérite un carton rouge? J'aurais été expulsé un paquet de fois. Hein. Ah oui, ouais. Vous n'aviez plus d'eau sur le terrain non plus. Il n'y avait plus d'eau sur le terrain. Après, l'arbitrage, pour moi, c'est un vrai souci quand même. On le voit avec Monaco, on le disait. Mais c'est un sujet facile. Je veux dire, à un moment donné, Monaco n'en a pas pris 3 à Lorient parce que Kerrer s'est fait expulser. Ça te change comme ton système de jeu, parce que pour une fois, on a changé le jeu, tu t'appuies sur Kerrer, qui est quand même pas un perdreau de l'année. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, l'arbitrage. Ça fait partie du jeu. Ah, mais ce carton, franchement, le deuxième. Mais le prochain match, c'est peut-être nous qui bénéficierons. Un joueur, il tombe, c'est un carton rouge, quoi. Oui, mais voilà, ça fait partie du jeu. Moi, je suis contre la VAR, je suis contre un petit peu de roublardise à l'italienne. C'est ce qui me plaît dans le football. Et aujourd'hui, malheureusement, la VAR est arrivée et les joueurs malins sont un petit peu plus vus par rapport à avant. C'est ça. Mais moi, j'ai pas trop envie de perdre de temps sur l'arbitrage. C'est facile de tomber sur l'arbitre, même si, voilà, ils sont pas bons. Qui peut juger un arbitre qui est bon, pas bon? À un moment donné, c'est trop facile de trouver des problèmes d'arbitrage. Ils ne sont pas à la hauteur, qui vieillissent certains. On rappelle qu'ils s'arrêtent à 45 ans, eux. Hein. Oui, après, ils sont pros, ils s'entraînent comme des pros. Ce qui est plus dérangeant, au-delà de l'erreur que fait l'arbitre, c'est ce qui se passe après. Quand ils ne veulent pas parler, quand ils ne veulent pas se remettre en question, ça c'est dérangeant. Mais après, ça fait partie du jeu. Ça reste quelque part une secte, hein, je pèse mes mots, mais un peu fermée, parce que c'est vrai que j'écoutais le directeur, donc le président de Lille, qui disait on nous demande avec les caméras de télévision de rentrer dans les vestiaires, dans les bus. Alors on l'a fait, sur le premier match, on a vu l'arbitre qui appelle les capitaines, c'est une fin de match. Mais pourquoi, à un moment donné, on ne se dit pas allez, on met des micros sur les arbitres en disant est-ce qu'ils y sont ces micros? Qu'on les entende tous, comme au rugby. Ils marchent quand ils veulent. Quand ils veulent, voilà. Après, je pense que ce qui dérange M. Létang aussi, c'est le fait que Michael Landreau, qui est un ancien joueur, ait pris maintenant le poste de défendeur des arbitres. Et qu'il est plus penché vers les arbitres que vers les clubs. Mais à la limite, c'est bien qu'un joueur vienne. C'est bien, mais encore une fois, l'arbitrage, l'acte, pour moi, j'ai pas envie de discuter parce qu'un joueur fait des erreurs, un entraîneur fait des erreurs, un arbitre fait des erreurs. Après, ce qui est dérangeant, c'est ce côté un peu arrogant que peut prendre un arbitre. Oui. Ça, vous l'avez vécu à votre époque. Il y en a certains arbitres qui vous parlaient. Ça va, mon petit Campi? Oui. T'as bien mangé cette semaine? Oui, mais à l'époque, il pouvait y avoir des arbitres comme Wurtz. Oui, c'est un personnage. Joël Quignou, qui arrivait à instaurer ce dialogue. Vautreau, tout ça. Vautreau. Aujourd'hui, on ne retrouve pas ça. Les arbitres sont de suite attaqués. Il y a un peu de jalousie? On dirait. On dirait, non mais j'ai pas été joueur de haut niveau, donc... Ouais, on dirait, et c'est dommage qu'il n'y ait pas de dialogue comme on peut voir en rugby. Encore une fois, comme au rugby. Mettez-nous le son, quoi, qu'on comprenne. Exactement. Pourquoi j'ai l'impression que Kerrer a mis un coup de boule, voilà, un coup de tête, plutôt qu'une gifle, quoi, plutôt que juste à peine tenu le... Voilà, c'est ça. Moi, ça m'ennuie. Mais pas les entendre. L'erreur, l'arbitre a le droit de faire une erreur. Petit coup de cœur du week-end? Oui, le petit coup de cœur du week-end, mais j'ai envie de rester sur mes amis lensois. Voilà, cet état d'esprit qu'ils ont démontré à 10 contre 11 à Rennes, où, pour moi, ils doivent gagner le match. Ils ont réussi à trouver des ressources mentales et physiques. Ils ont été extraordinaires. Voilà. Et c'est vrai que quand je regarde le match, je me dis, mais voilà, moi j'aimerais que Monaco, mon équipe, représente ces valeurs-là. J'ai bien compris. Ce qu'on va faire, c'est que dans le vestiaire, avant Manchester City, on va repasser un extrait du match, un best-of, et vos commentaires. Et je pense que là, Monaco va gagner contre City. J'espère. Je suis positif, moi. Voilà, vous savez, Christophe, le talent ne suffit pas pour gagner un match. Non, ça c'est clair. Comme dans tous les métiers. Hein. Exactement. Le travail, bien sûr, il faut continuer. La question patate chaude. J'adore cette expression. Non, mais la question un peu piège. Évidemment, vous me connaissez par cœur. J'ai cherché pendant toute cette semaine la question que je peux vous poser pour vous amener sur un terrain qui est le jugement quand même. Le Ballon d'Or. On connaît tous Ousmane Dembélé. Visiblement, tout le monde est content de ce Ballon d'Or. Mais est-ce le vrai grand Ballon d'Or? Est-ce que c'est le meilleur joueur? Moi, je pose une question toute simple. J'ai de l'argent. Je vous offre un joueur. Dans les 10 premiers, vous me prenez qui? Vous me prenez Dembélé ou vous me prenez Yamal? Prenez quoi? Hakimi, Mbappé? Moi, je prends Kylian Mbappé. Ouais, donc, c'est pas le vrai Ballon d'Or. Ballon d'Or, pour moi, en tout cas, ce Ballon d'Or, aujourd'hui, alors, Ousmane Dembélé l'a gagné, bravo, mais je pense que si Ousmane Dembélé ne joue pas pour Paris la saison passée, il n'a pas le Ballon d'Or. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Moi, j'adorais un joueur à l'époque, pour l'avoir vu de très très près, Francesco Totti. Oui.
Francesco Totti, que tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Francesco Totti, un des dieux vivants, et en tout cas vénéré par Kylian Mbappé. Exactement. Il n'a jamais eu le ballon d'or. Pourquoi? Parce qu'il a joué à l'AS Roma, qui n'a jamais rien gagné pendant 15 ans. Non, l'AS Roma n'a jamais rien gagné. C'est pas un petit club non plus. C'est pas un petit club, mais il n'a jamais rien gagné. Qui joue à City, mais qui n'a pas d'équipe nationale, ça va être dur un jour pour le ballon d'or. Je suis d'accord avec vous, voilà, exactement. Donc si Totti avait signé à l'Inter de Milan de l'époque ou à Manchester United de l'époque, il aurait eu ce ballon d'or. Dembélé, si Dembélé jouait à l'OM, il n'aurait pas eu le ballon d'or. Ah, vous allez jusque-là? Mais bien sûr. La force des Qataris, la force du Paris Saint-Germain. Dembélé a fait partie d'un effectif qui marchait sur tout le monde l'année dernière. Donc forcément, ça ne lui enlève pas les qualités de joueurs. Et encore une fois, il ne faut surtout pas négliger... Mais si le Barça est en finale et que le Barça gagne, c'est Lamine Yamal. On est d'accord? Exactement. Voilà. Aujourd'hui, Ousmane Dembélé a eu le ballon d'or, bravo, mais aussi parce qu'il jouait au PSG. Voilà, ça c'est l'avis bien tranché qu'on adore dans les experts du foot. Et j'insiste, il se met quand même à table avec Raymond Kopa, Michel Platini, Zinedine Zidane, Jean-Pierre Papin, Karim Benzema, bravo à lui. Nos ballons d'or français, hein. La table des grands et des géants, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au surlendemain de la défaite de Monaco, avec beaucoup d'espoir quand même contre City. N'oubliez pas le grand derby, dimanche prochain, 17h aussi, entre Monaco et Nice. Merci de nous avoir suivis ce soir sur Monaco.